Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série Une longue histoire de la matière consacrée à l'instabilité et la désintégration des noyaux et à la décroissance radioactive. On a vu dans la vidéo précédente que la radioactivité est un type de transformation nucléaire. Elle se passe donc au niveau des noyaux. Mais comment l'a-t-on découvert? C'est le français Henri Becquerel qui découvre par hasard le premier élément radioactif en 1896. Il découvre cet uranium-238 alors qu'il travaillait sur une suggestion de Poincaré sur le lien entre la phosphorescence et l'émission de rayons X d'un sel de ce matériau. Alors la phosphorescence, c'est la capacité à réémettre de la lumière après avoir été soumis à un rayonnement. Alors à cette époque, le rayonnement, c'était celui du soleil. Alors que un jour, sans soleil, il remet le matériau dans un tiroir à proximité d'une plaque photo, il s'aperçoit le lendemain que l'émission de rayons se fait quand même. Ce matériau émet donc son propre rayonnement sans aucune influence extérieure. L'année suivante, Marie Curie choisit l'étude de ce rayonnement comme sujet de sa thèse. Et, avec l'appareil de mesure de son mari Pierre, ils continuent à travailler sur différents minerais contenant de l'uranium et finissent par découvrir d'autres éléments émetteurs de ce même rayonnement. Ils les nomment polonium et radium. Polonium parce que Marie Curie venait de Pologne et radium par rapport à la radiation. Alors, ces trois scientifiques, Becquerel et Pierre et Marie Curie, recevront le prix Nobel en 1903 pour la découverte des radioactivités et Marie Curie recevra un deuxième prix Nobel de chimie cette fois en 1911 pour ses découvertes des deux éléments polonium et radium. Alors quels sont les noyaux qui sont radioactifs? Eh bien en fait, sur tous les éléments produits depuis la formation des premières étoiles, il existe en fait relativement peu d'isotopes stables, environ 260 sur 3000, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, où on peut avoir apparaître les trois types de radioactivité. Seuls les éléments qui sont en blanc sont stables, vous voyez qu'il y en a très peu au milieu. Ce sont donc ces noyaux instables, encore une question d'énergie, comme avec la courbe d'Aston, qui peuvent spontanément donner naissance à un nouveau noyau plus stable en émettant une particule et un rayonnement. Ce phénomène est aussi appelé désintégration radioactive. Alors cette désintégration, elle est spontanée, mais elle est aussi aléatoire. Aléatoire, ça veut dire qu'on ne sait pas à quel moment ça peut se produire. Elle est indépendante de l'âge du noyau. Un noyau n'a pas plus de chances de se désintégrer au bout d'un jour qu'au bout d'un an. Et elle est aussi indépendante de l'espèce dans laquelle se trouve l'élément radioactif. C'est la première chose que les Curie ont découvert sur l'uranium. Ils ont étudié l'uranium dans plein de formes différentes, et cet uranium émet toujours un rayonnement. Alors la désintégration radioactive est donc similaire à un lancer de dés. Il n'y a pas plus de chances de faire un 6, même si on a fait 10 lancers avant. Alors parlons maintenant de la loi de décroissance radioactive. Car oui, malgré le fait que la désintégration d'un noyau soit aléatoire, on peut observer une loi de décroissance statistique bien définie pour les grands nombres. Alors cette loi elle a été découverte en 1902 par Rutherford et Soddy. On peut voir cette loi de décroissance radioactive sur le graphique ci-dessous qui représente le nombre de noyaux restants, donc ceux qui ne se sont pas désintégrés, en fonction du temps. Alors pour chaque noyau, on constate qu'il existe une durée au bout de laquelle le nombre de noyaux est divisé par 2. Sur le graphique ci-contre, on voit que cette durée va être à peu près de 3. Si on prend 100, on a la moitié à 50, on voit que c'est au bout de 3. Alors ici, on n'a pas mis d'unité, ça pourrait être des secondes, des jours, des minutes, des ans, des milliards d'années, peu importe. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on divise encore ce nombre par 2, donc on arrive à n0 sur 4, eh bien on arrive à une durée de 6, c'est-à-dire 3 plus 3. Et enfin, si on divise encore une fois par 2, on arrive à n0 sur 8, et encore une fois, on trouve 3 fois la durée. Cette durée s'appelle la demi-vie. On la note en général t de 1,5. Alors au bout de n demi-vie, il reste n0 sur 2 puissance n noyaux. Alors cette demi-vie, on va préciser quand même, donc on peut la déterminer à partir du graphe. Il suffit de prendre un nombre de noyaux et de trouver le temps qu'il faut pour arriver à ce nombre de noyaux divisé par 2. Alors ça peut être le nombre de noyaux initiaux, mais ça peut être n'importe quel autre nombre aussi. Alors du fait de cette loi, eh bien, on peut utiliser ces noyaux radioactifs comme des moyens de datation. Alors on pourrait se dire que depuis la formation de la Terre, tous les noyaux radioactifs ont disparu. Mais ça évidemment c'est sans compter sur les noyaux radioactifs qui se sont formés depuis. Ça va être le cas du carbone 14 qu'on va étudier ensuite.
ou sur ceux dont la demi-vie est supérieure à plusieurs milliards d'années, comme l'uranium ou le rubidium. Alors, regardons donc justement cette fameuse datation au carbone 14. Comment ça fonctionne? Alors, elle a été découverte par Willard Libby en 1946. On avait déjà eu l'idée de ces datations. Dès 1905, Rutherford avait utilisé l'uranium pour dater l'âge de la Terre. Alors, ce carbone 14, lui, qui a une demi-vie de 5730 ans, donc il n'y en aurait plus depuis longtemps, hein, il est produit en fait dans la haute atmosphère par l'interaction entre l'azote qui s'y trouve, à peu près 80%, et le rayonnement cosmique qui provient du Soleil. Alors une fois que ce carbone est produit, il est rapidement oxydé en dioxyde de carbone et il entre évidemment dans le cycle du carbone. Donc sa proportion par rapport au carbone 12 va rester stable avant la mort de l'organisme du fait du cycle du carbone justement avec respiration, photosynthèse, etc., dissolution dans les océans. Bref, ce rapport est stable tant que les organismes sont vivants. Ensuite, on a une désintégration à la mort de l'organisme des noyaux de carbone 14 et le rapport donc entre carbone 14 et carbone 12 va diminuer selon la loi de décroissance que l'on revoit ici sur la courbe à droite. En mesurant ce rapport, on peut déterminer la date de la mort de l'organisme. Alors c'est valable jusqu'à une dizaine, un peu plus, parfois un peu moins de demi-vie, donc vous voyez entre 30 et 40 000 ans. Au-delà, la mesure commence à être un peu faible et on a du mal à estimer. Alors pour aller mesurer plus loin, évidemment on va utiliser d'autres techniques avec d'autres éléments qu'on peut voir ici. Mais ça, ce sera l'histoire d'une autre vidéo en terminale. Voilà, je vous remercie, à bientôt et au revoir.